Bienvenue dans la saison 4 du podcast Parlons de votre mental. Dans cet espace inspirant, nous explorons le pouvoir du mental et son influence sur ta réussite, que ce soit dans ton sport, ton travail ou ta vie personnelle. Je suis convaincu que ton mental est la clé pour transformer tes épreuves en tremplin vers le succès. Rejoins-nous pour des interviews captivantes avec des invités inspirants, des masterclass sur la force mentale, la persévérance et la résilience. Apprends comment cultiver ton bien-être et ta santé mentale. Et avant de partir, prends 10 secondes pour soutenir le podcast en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Souviens-toi, si tu crois en tes rêves, tout devient possible. Alors prépare-toi à une dose quotidienne de motivation en écoutant Parlons de votre mental. Bienvenue sur un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'ai la chance d'aller à la rencontre de Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Écoute Thibaut, je suis ravi de venir à ta rencontre. En plus, ça tombe bien, les Jeux Olympiques commencent bientôt. Ah bah là, Dans on n'a jamais été J-3 ou aussi. J-2. On est mardi aujourd'hui, ouais, on peut dire J-3, Ouais. ouais. Ah non, on est mercredi, autant pour moi, on est mercredi. Voilà. Donc Et J-2. du coup, tu vas te présenter, mais tu œuvres pour les sportifs. Tu les aides en tout cas à pouvoir se libérer l'esprit, j'ai envie de dire, pour pouvoir s'entraîner, tranquillement, sans penser à l'argent qui va rentrer entre guillemets, parce que tu t'occupes un peu de cette partie, recherche de sponsoring pour eux. Alors c'est un bon résumé, c'est une belle entrée en matière. Effectivement, on va beaucoup parler, je pense, de charge mentale ou de choses qui pèsent au quotidien des athlètes, à savoir la recherche de financement. Pour me présenter, effectivement, moi je suis Thibaut Nicolin, donc le fondateur de Stadiup, que j'ai fondé il y a un peu plus de 3 ans maintenant, début 2021. Dans l'optique d'aider, de former et de professionnaliser gratuitement les athlètes. Et avant de fonder Stadium, pour expliquer peut-être un petit peu la genèse aussi de la création de l'entreprise, j'ai travaillé 10 ans dans le sport de haut niveau avant, donc 3 ans à Roland-Garros où je m'occupais des partenaires du tournoi et 5 ans au comité olympique, donc au CNOSF, le comité national olympique et sportif français, aussi dans l'équipe sponsoring. Donc c'est pour ça que je me considère, j'espère en tout cas aujourd'hui, expert du sponsoring sportif et j'aime bien et j'avais envie de mettre à disposition des athlètes toute cette expérience. Et Stadiup, si tu veux, je te le présente en quelques mots, mais on est un service qui est dédié aux athlètes olympiques et paralympiques et aux entreprises. Aujourd'hui, on est une agence à mission de l'économie sociale et solidaire du sport parce que tout ce qu'on fait pour les athlètes, c'est gratuit pour eux. On les aide à développer et gérer leur sponsoring à travers des services et des outils qu'on leur met à disposition gratuitement. Donc des plaquettes, des dossiers de presse, des cartes de visite, des formations, des conseils, on aide dans les négociations. Et ça, c'est tout gratuit, sans exclusivité et surtout sans commission. C'est-à-dire qu'on prend aucune commission sur les partenariats qu'on négocie pour eux. Et là, généralement, on se pose la question, du coup, comment vous faites pour vous développer? Notre business model est exclusivement basé sur les prestations de services qu'on propose ensuite à leurs sponsors, donc les entreprises, pour faire vivre ces partenariats et valoriser leurs engagements. Et là, on propose de l'accompagnement, du conseil et de la création de contenu, pour vraiment les accompagner dans la valorisation de leurs partenariats. OK, c'est clair, c'est net et c'est précis. Le podcast, en général, il commence toujours par, une petite présentation, type portrait chinois, Ouais. quelques questions et ensuite on reviendra sur ton parcours et Mmh. ensuite on parlera un peu de la dimension du mental. Alors, ton mental déjà et puis après tu pourras nous parler un peu de ta philosophie, qu'est-ce que toi tu t'appliques à toi et qu'est-ce que tu vois peut-être, dans les en tout cas dans les sportifs et les sportives, qui sont chez toi et on déclinera sur, la confiance en soi, le droit à l'erreur, le regard des autres, la positive attitude, se motiver, la gestion des émotions qui revient régulièrement, et voilà, tout ce qui est en lien avec la concentration, la détermination, parce qu'on en parle souvent de la détermination. Tous les athlètes qui sont aujourd'hui aux Jeux olympiques, je pense qu'ils ont cette, détermination de jamais rien lâcher et de s'être accrochés, depuis de nombreuses années puisque finalement, pour certaines disciplines, ils en vivent pas forcément. Ils sont obligés de s'accrocher pendant, on va dire, une olympiade pour les préparer, pour, Au moins. s'entraîner, pour
Et je me dis que bah voilà, il faut beaucoup de force mentale pour ça. Et puis voilà, et puis on viendra clôturer cet épisode par voilà, quelque chose, un message que tu as envie de transmettre. Donc je te laisse déjà y réfléchir. Si tu as un message que tu as envie de transmettre bah, aux auditeurs, aux auditrices et aux gens bah, qui nous écouteront. Alors on va commencer par le petit portrait chinois, si tu es d'accord. Ah bah écoute, le programme me va parfaitement bien, tu vois, je reste. Ah ben super. Alors, on va commencer par une question très simple. Si tu devais choisir une couleur, quelle couleur choisirais-tu et pourquoi? Bon bah écoute, alors là, je pense que je vais pas être très original, mais je vais d'abord choisir le jaune, parce que c'est la couleur prédominante de Stadiup. Et que c'est une couleur que j'ai choisie parce qu'elle symbolise l'aide, justement. J'ai voulu choisir une couleur qui avait du sens. Moi, j'aime bien qu'il y ait du sens dans tout ce que je fais. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur du jaune. Et je trouve que l'aide correspond bien à comme je suis dans la vie professionnelle à travers Stadiup, mais aussi comme je suis dans la vie tout court. Donc, je choisirais celle-là. J'aurais aussi pu choisir la couleur bleue en référence évidemment aux équipes de France, mais partons sur le jaune pour cette fois. Bon, j'ai cru que tu allais me dire bleu et blanc comme l'Olympique de Marseille. Ah, non, moi je t'aurais dit bleu et rouge, moi, comme l'Olympique lyonnais, mais c'est pas grave. Euh, Bon, j'espère qu'ils vont nous faire une belle saison cette année. C'est sûr. Si tu devais être un livre, quel livre choisirais-tu et pourquoi? Alors, c'est une bonne question. Alors, je suis pas un très grand lecteur. C'est vrai que dans les différents médias ou différents objets culturels, le livre n'est pas ce que j'utilise le plus. Mais si je devais choisir, du coup, peut-être plus un type de livre, je parlerais d'une biographie ou d'une autobiographie. Et justement, d'athlètes de haut niveau ou de gens qui ont un lien avec le sport de haut niveau, parce que j'aime bien le côté inspirant de leurs histoires. Et j'aime bien que dans un livre, on retrouve des choses qui nous permettent de nous retrouver nous-mêmes et qui font écho dans nos histoires, qui font écho dans la gestion de nos émotions, etc. Et je trouve qu'une biographie, une autobiographie d'un athlète de haut niveau, c'est à mon sens celle qui me parle le plus. Ok, bah, je vais rebondir sur athlète de haut niveau. Si tu devais être ou choisir un athlète de haut niveau, lequel choisirais-tu et pourquoi? Alors, je vais te parler de mon idole de toujours et celui qui me correspond le plus. Moi, ça a toujours été Nadal. Je suis un grand fan de tennis. J'ai joué beaucoup au tennis. J'ai travaillé à Roland-Garros et à la Fédé de tennis. Et Nadal, en fait, pour l'anecdote, a pile le même âge que moi, à quelques semaines près. Donc déjà, quand il avait 15 ans, qu'il a commencé à éclore, et moi j'avais 15 ans aussi à cette époque-là, je me suis dit, mais qui c'est ce petit Espagnol qui est bien meilleur que moi? Et du coup, j'ai commencé à le suivre dès le jour 1, j'ai envie de dire. Et après, bah, j'ai adoré sa manière d'être en tant que joueur, qui lâche rien, qui est très minutieux, qui est voire même des fois toqué, hein, il est connu pour ça. Et puis même humainement, pour l'avoir croisé plusieurs fois quand j'étais à Roland-Garros, je trouve qu'il correspond exactement au type d'homme que j'aimerais être, ou que j'aimerais représenter. Et je pense que Nadal représente toutes les valeurs que j'ai envie de défendre. Ouais, bah, il y est là. Il est dans le village olympique, tout le monde se prend en Ouais, photo avec avec lui. Alcaraz, Ouais, j'ai vu, excellent. ouais. Ouais. C'est une vraie chance, je trouve, pour les athlètes d'être tous mélangés les uns les autres, de se côtoyer, toutes les disciplines sportives. Je trouve que ça amène quelque chose d'assez incroyable, je trouve, parce que finalement, c'est une vraie émulation du sport Ouais. avec plusieurs disciplines sportives différentes. C'est complètement ça. Je trouve que les jeux, c'est un peu la magie des jeux. Malheureusement, j'ai envie de dire, elle dure que 2 semaines. Mais ça permet, pendant ces 2 semaines, de rééquilibrer, on va dire, le niveau, j'allais dire, d'aura des athlètes. Et Nadal, Alcaraz, Wembanyama, ils sont au même endroit que des athlètes qu'on ne connaît pas tous les jours. Et je trouve que ces grandes stars du sport, on va dire, deviennent encore plus humbles qu'elles le sont au quotidien et prennent énormément de plaisir à se mélanger justement avec les athlètes qui voient pas le reste de l'année. Et je trouve que ça permet de créer une émulation qui est hyper intéressante. Ouais, c'est clair. Bah, ça me fait penser un peu à l'INSEP. L'INSEP est un peu dans cet esprit-là. C'est un peu un village olympique, mais bon, il y a que des Français Ouais, dedans, mais c'est un ouais, peu cet esprit-là. c'est vrai. Si tu devais choisir une qualité, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Je pense qu'il en faut beaucoup pour pouvoir avancer dans la vie, mais bah écoute, c'est une bonne question. Là, le premier truc qui me vient, c'est l'empathie. Tu vois. Moi, je choisirais l'empathie comme qualité parce que pour moi, c'est une qualité, l'empathie. Parce que c'est avec l'empathie qu'on peut faire du bien autour de soi, qu'on peut réfléchir aussi pour les autres et qu'on peut même au niveau entrepreneurial anticiper le plus possible les choses. Donc, je trouve que l'empathie est une qualité qu'il faut avoir ou qu'on a peut-être naturellement ou en tout cas qu'il faut réussir à développer parce qu'elle aide énormément au quotidien. Est-ce que c'est ton empathie, du coup, qui a guidé ton choix de ton entreprise d'aider les athlètes? Ah ouais, complètement, mais je pense que j'ai toujours été empathique. Mais avant, je ne m'en rendais
pas suffisamment compte, parce que c'est dur, hein. Là, j'ai 38 ans aujourd'hui. Je pense que c'est quand on commence à passer 30 ans qu'on apprend à bien se connaître et à comprendre ses émotions. Et cette empathie, je l'ai toujours eue. On va pas se mentir, elle m'a fait souffrir plein de fois, plein de raisons, des choses bénignes ou des choses un peu plus importantes, jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il fallait que j'écoute mes émotions, que j'écoute mon empathie, mon envie de développer mon empathie pour aller dans quelque chose qui me fait du bien et qui me permet de l'exploiter. Donc oui, oui, l'empathie est ce que j'utilise presque le plus au quotidien comme émotion. Si tu devais choisir un podcast qui t'inspire, tu choisirais lequel? Bah, pareil, je vais pas en citer un en particulier, mais le type de podcast, c'est complètement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et j'en écoute beaucoup de tout type de podcast. Et j'aime justement, écouter des podcasts de personnes qui vont m'inspirer ou d'histoires qui vont m'inspirer et peut-être qui n'ont rien à voir avec le sport aussi, mais pareil, durant lesquels je vais pouvoir piocher des clés et cetera. Ah si, bah, j'en ai un de podcast qui vient de me parce qu'en fait, je l'écoute pas forcément en podcast, moi je le regarde en vidéo YouTube. Mais j'adore Un bon moment là de Kian Kojandi parce que c'est exactement ça que j'aime, c'est un échange et ils vont très loin dans la discussion, c'est très presque même philosophique, très même psychologique et il y a énormément de choses que j'aime bien en retirer. Puis généralement les invités, voilà, les gens autour de Kian Kojandi généralement sont des artistes que j'aime beaucoup, de tous bords, hein, musique, humoristes, etc. Donc voilà, c'est celui-là que je choisirais parce qu'il correspond à ce que j'aime. Allez, je vais te poser une petite dernière et puis après on reviendra sur ton parcours. Si tu devais choisir une région, quelle région tu choisirais? Alors, tiens, bah, c'est pareil, je vais faire quelque chose de alors j'ai grandi, je suis né, j'ai grandi, j'ai fait mes études et j'habite aujourd'hui en région Auvergne-Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, il y a plusieurs années. Donc, on va dire que, j'aurais pu choisir celle-ci de région pour toutes ces raisons-là, mais c'est pas celle-ci que je vais choisir. Je vais choisir la région parisienne parce que, bah, j'y ai vécu, 8 ans, de la fin de mes études jusqu'à mes retours sur Lyon en 2019, enfin voire 2020. Et pourquoi je choisis cette région-là? Parce que c'est une région avec un véritable melting pot dans lequel la différence est pas ou peu jugée, dans lequel tout le monde s'y retrouve et dans lequel où le vivre ensemble est le plus présent souvent et le plus marqué. Et aussi, je choisis cette région-là parce que en France, on sait, hein, c'est Paris contre le reste du monde. On critique beaucoup Paris, les Parisiens, les Franciliens. Mais pour y avoir vécu 8 ans, sincèrement, je ne retrouve pas tout ce qu'on reproche aux Parisiens. Alors, il y a des traits, évidemment, il y a des choses qui sont pénibles en région parisienne par rapport au nombre de personnes, mais il y a beaucoup de traits et de postures que je défends énormément aujourd'hui. Et donc, c'est cette région que je choisirais parce que je trouve elle est représentative de la France. Et puis après, il y a qu'à voir le résultat des élections dernières. Bah, c'est souvent en région parisienne qu'on est à l'abri de ce qui va à l'encontre des valeurs du sport. Effectivement, c'est vrai, tu as raison. Après, c'est vrai que ces dernières années, alors moi ça fait depuis, 2008 je suis à Paris, donc Ouais. ça commence à faire. Mais c'est vrai que, oui, après il y a une grosse densité de population, tu prends les transports, c'est bondé, voilà, en fait, il y a les défauts et les qualités et inversement, mais Comme dans après toutes les voilà, régions, après exactement. il y a plein de choses à vivre, il y a des spectacles, il y a du sport, il y a enfin voilà, Et le terme que tu utilises, il est justement bon. Il y a des choses à vivre. C'est-à-dire que là, en plus, je parle à un prépa mental, donc je suis pas du tout préparateur mental, mais je vais parler comme comme tel presque. Je veux dire qu'à Paris, il faut aller dans le mood dans lequel on accepte et on accueille les émotions, le regard, les échanges. Et moi, je pense que j'étais dans ce mood-là et j'ai beaucoup plus souvent rigolé. Tu sais, la petite discussion 20 secondes à la caisse avec quelqu'un qui est derrière toi où tu dis un petit mot gentil ou quelqu'un dans la rue, et il y a un sourire et quelque chose. À partir du moment que tu donnes, bah, tu reçois, et particulièrement en région parisienne, alors que dans d'autres régions, c'est différent quand même. Il y a une frontière qui est beaucoup plus fermée, je trouve. Et à Paris, je me suis retrouvé là-dedans. Et ça m'arrive très souvent de passer des bons moments qui durent certes 20 secondes, 30 secondes. Il y a plein de gens que j'ai oubliés, qui m'ont oublié, mais c'est pas grave. Ça, voilà, ça donne, ça fait du ouais, bien, on va ouais, dire. c'est clair. Après moi j'ai gardé une bonne habitude que j'ai du sud-est, parce que moi je suis du sud-est de la France à la base, Ouais. de toujours, dire bonjour et sourire, tu vois? En Ouais, fait ouais. et du coup ça change tout parce que souvent les gens ils sont, tu vois, dans leur truc et tout et puis ça voilà, ça coûte rien et puis ça fait plaisir et puis voilà. C'est ça, c'est beaucoup le faciès. Tu sais, des fois,
un regard, un sourire, un petit sourcil qui se lève ou un petit moment qui veut dire ah, j'ai vu ce qui vient de se passer en rigolant. Enfin, ça fait tout. Et je trouve que la glace est beaucoup moins épaisse en région parisienne qu'elle l'est dans d'autres régions où quand tu viens pas de cette région-là ou que t'es pas comme ils aimeraient que tu sois, c'est plus compliqué de la briser. Donc c'est pour ça que cette région, je la défends aujourd'hui. J'y ai vécu 8 ans. J'y suis plus pour des raisons familiales, mais je prends plaisir à y retourner très régulièrement pour le travail notamment. Ouais, après, tu es dans une belle ville, hein, Lyon, c'est une super Ah belle oui, ville, oui. hein. Non, En bien sûr. plus, pour finir sur Lyon, là, ils ont construit un super centre de tennis. Ouais, ouais, la ville, Heu, oui. ouais, ils ont des enfin, voilà, en tout cas, c'est une ville de sport aussi, Lyon, hein, C'est certainement la région même lyonnaise, ou la région Rhône-Alpes. Et tiens, bah regarde, on se parle aujourd'hui où il y a eu officiellement l'attribution des Jeux Olympiques de 2030 aux Alpes françaises. Bah voilà, hein, c'est pas pour rien. C'est parce alors au-delà des montagnes, mais c'est vrai qu'on est une région de sport avec de nombreux sports, de nombreux athlètes qui sont à Paris 2024, de nombreux athlètes qui seront aux Jeux d'hiver également. Et oui, on a une culture à ces sports. Et je parle pas que de l'Olympique lyonnais, je parle aussi des autres sports également. ouais, beh, il y a un super, tournoi de tennis. Ouais, Moi, j'avais fait un DU, gestion des organisations sportives avec, l'université, de Lyon aussi, ouais, ouais. et c'était super intervenants, super diplôme, j'étais content d'y aller, Ouais. c'est chouette. Non, et Lyon est bien situé, c'est à 2 heures de Paris, c'est à 2 heures des montagnes, c'est à 1 heure et demie de Marseille, bon, Ouais, c'est ça reste central malgré tout. Et c'est vrai que c'est agréable. c'est clair, c'est bien situé. Allez, on revient sur ton parcours. Tu regardes dans le rétro là, un petit peu là, qu'est-ce qui t'inspire ton parcours? Sincèrement, alors je vais utiliser cet axe-là, je vais parler de soulagement. Pourquoi ça me soulage de voir mon parcours? Parce qu'en fait, depuis que je suis gamin, je veux travailler dans ce secteur d'activité. Et depuis que je suis gamin, je sentais au fond de moi que je pouvais y arriver, mais j'avais peur de pas y arriver. De me dire: «Putain, je sens que c'est possible, mais si j'y arrive pas, je m'en voudrais ou ce serait un énorme regret». Et de voir à 38 ans, tout ce que j'ai fait avant, c'est comme si j'avais coché, tu sais, des choses dans ma vie, et je peux me dire: «Je l'ai fait». Et donc je suis soulagé aujourd'hui, et c'est pour ça que je me sens beaucoup plus libre parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc ce sentiment-là qui prévaut. Et s'il y avait quelque chose, que tu retiens, dont tu es le plus satisfait, c'est quoi? Dans ma carrière professionnelle, Ouais, dans ce que tu as vécu jusqu'à présent? c'est d'avoir vécu des choses que je pensais, impossibles à vivre, et avoir emmagasiné des souvenirs, énormes que beaucoup, envieraient. Là, vivre des finales de Roland-Garros, vivre des Jeux olympiques, vivre des rencontres avec des gens que j'aurais jamais rencontrés, ailleurs ou par un autre biais. Ça fait partie des choses évidemment qui marquent et qui font qu'aujourd'hui, j'ai des choses à raconter. Et déjà quand j'étais gamin, je me rappelle, que je me faisais comme leitmotiv. J'espérais vivre plein de choses que je pourrais raconter quand je serais vieux. Tu sais, j'avais un peu l'image des conteurs, tu sais, qui racontent des histoires, et je trouve ça fascinant, les gens qui ont des choses à raconter, mais des choses réelles à raconter. Et moi, je suis encore loin de plein de monde, évidemment, mais je trouve que quand on a des choses à raconter, des choses à partager, pour moi, c'est ce qui me motive. Si je te dis rendre possible l'impossible et qu'on le croise avec ton parcours, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? Dit que, l'impossible n'est pas possible, ou n'est possible, pardon. Bah, tu vois, je fais un lapsus, mais non, c'est pas un lapsus. On m'a toujours dit que ce que je voulais faire était impossible. Quand j'étais, pas très bon élève au lycée, on va pas se mentir, hein, j'ai fait un bac général et cetera, mais j'étais pas très bon parce que je travaillais pas assez. L'entourage familial a pas forcément poussé, pour que je travaille dans le sport, et c'était encore la génération où quand je disais: «Je veux bosser dans le sport», on me disait: «Ah allez, arrête. Arrête tes bêtises là, puis choisis un vrai métier au lieu de raconter n'importe quoi». Donc ça pouvait paraître impossible, mais et ça, je parle aussi au prépa mental que tu es, je sais pas comment, mais je pense que j'ai réussi à matérialiser ce rêve, mais vraiment il était palpable dans ma tête. Je sais pas comment dire, j'ai vraiment réussi à le matérialiser, c'est-à-dire que je savais que c'était possible. Travailler à Roland-Garros, travailler au comité olympique, ou même dans mes rêves, je me rappelle à l'époque, je l'ai pas forcément fait de cette manière-là, mais rêver, parler avec des sportifs très connus, mais des fois, je le rêvais tellement fort que j'avais l'impression que c'était réel, tu vois? Ouais, tu Et as à l'époque, visualisé tes objectifs en gros? ah mais complètement, mais je les ai matérialisés plus que les visualiser. Après c'est peut-être les termes de prépa mentale, et c'est la force que ça m'a donné, c'est ça, et quand je te dis ça, quand j'y rêvais, j'étais dans ma petite chambre, dans ma petite ville de province à 1 heure et demie de Lyon, voilà, fils de médecin de campagne, je connaissais personne dans le sport, même venir à Lyon, c'était déjà loin pour moi à l'époque.
Et à force d'y croire, j'ai tenté, j'ai vu, et puis ça a payé. Bon, mais c'est en gros, tu l'as rêvé, tu l'as visualisé et en le visualisant, bah, finalement, tu te l'es créé, et tu t'es donné, finalement le mode d'action pour y aller au fur et à mesure, quoi. Ouais, la motivation ou la croyance de pouvoir y arriver, vraiment, je me rappelle que la toute première fois que je suis rentré dans le monde du sport, c'était mon stage de licence. J'avais fait quelques petits stages, moi, assez classiques avant, et puis en licence, je m'étais dit: «Bon, là, par contre, là, c'est maintenant ou jamais. Là, si je veux rentrer dans le monde du sport, il faut que je fasse quelque chose», et je me revois dans ma petite chambre étudiante, là, Garibaldi à Lyon, un soir en me disant: «Bon, allez, vas-y, trouve une idée là pour, tente un truc», et j'ai tenté un truc. J'ai fait un CV un peu original. Alors maintenant, ce serait plus du tout original, hein, mais en 2008, ça l'était encore. J'avais fait un CV original, en fait, sur un papier à parchemin, et comme une énigme que j'avais écrit comme sur du papyrus, en gros. Et en fait, j'avais fait une énigme où l'énigme, c'était: quel est le stagiaire idéal? Et en gros, la réponse de l'énigme, elle était écrite en lettrines. En lettrines, ça veut dire que la première lettre de chaque paragraphe faisait mon prénom. Et donc, j'avais fait ça, c'est écrit cette énigme, etc. Et j'avais enroulé dans un papier avec un petit ruban, et j'étais allé remettre en main propre. Et j'étais allé la remettre en main propre à l'Olympique Lyonnais, parce que mon rêve, comme tout jeune de 22 ans à l'époque lyonnais, c'était de bosser à l'OL, hein. Et donc, j'étais allé là-bas en me disant: voilà, il faut que je tente. Et donc, fais quelque chose là, d'original. Et c'est ça qui a payé. Et donc, j'ai mis mon premier pied dans le sport parce que ça a bien matché avec le directeur d'OLTV à l'époque, la chaîne de télé de l'Olympique Lyonnais. Et puis après, voilà, de fil en aiguille, en faisant ses preuves, en travaillant, moi, hop, 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 j'ai réussi à enchaîner les expériences dans le sport. Olympique Lyonnais 2 fois, Tour de France, e-sports chez FIFA, pour mon stage de fin d'études, Roland Garros, comité olympique, etc. Bah, ouais, tu t'es créé des opportunités, en étant créatif, finalement. Ouais. Et culotté un peu. Culotté, ouais, créatif et culotté. Ouais. Bah, de toute façon, généralement, c'est, être créatif, ça te permet de sortir un peu du lot et puis du culot, il en faut pour aller, de toute façon, comme on dit, hein: «Qui ne tente rien n'a rien», donc à un moment donné, Mmh. Ouais, mais la chose que je dirais aux jeunes qui nous écoutent, c'est marrant, j'aime bien dire ça pour rigoler, mais c'est que quand j'y suis allé au culot ou quoi, j'ai vraiment eu le sentiment de vertige. Vraiment, tu sais, je me suis dit: «Ouah, que je», tu sais, quand t'es très stressé par quelque chose, ou quand tu sens que c'est le moment, tu sais, il y a une sensation corporelle qui fait que t'as l'impression un peu de voler, ou tu sais pas, il se passe quelque chose qui te transporte, et ça, c'est pas très agréable, hein. Ça dure des fois quelques secondes ou quoi, mais il y en a, je pense, beaucoup qui oseraient pas, de peur de ce genre de moment, ou qui rebrousseraient chemin en disant: «Non, bah, non, vas-y, qu'est-ce que je fais? Je vais passer pour un guignol». Non, j'y suis allé. J'ai dit: «Allez, vas-y, oublie ça, vas-y, fonce». Et des fois, je pense qu'il faut. ouais, en fait, on va dire que tu as eu du tu as eu du mental. Donc Ouais. ça va nous faire servir de, bah, finalement de transition. On va aborder cette thématique du mental. Si tu devais définir ce mot, le mot mental, toi, ça serait quoi ta définition à toi? Ah, alors ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que la question, c'est: qu'est-ce que le mental? Ouais, pour toi, comment tu le définis, toi? Le mental, je sais pas, moi, le premier truc qui me vient, c'est, de pas abandonner. Tu sais, quand on dit à quelqu'un: bah, il a pas de mental, généralement, c'est qu'il a abandonné, c'est qu'il est pas allé au bout de ce qu'il voulait faire. Donc le premier truc qui me vient, c'est, le mental, c'est ce qui nous pousse à jamais abandonner. C'est cette force qui nous permet d'aller au bout de ce qu'on veut faire, de visualiser les choses, de les rendre crédibles, de les organiser, de les structurer. C'est ça, avoir du mental, c'est permettre, on va dire, à nos actions de se faire, bah, grâce à ce qu'on a dans la tête. Alors toi, personnellement, est-ce que tu te prépares mentalement? À quelle occasion? Bah, tous les jours. Est-ce que le mental, ça se travaille tous les jours? Bah, au quotidien, est-ce qu'il y a des choses que tu fais? Alors très souvent, de manière inconsciente, on met en place des choses pour soi, parce qu'on sait ce qui nous fait du bien sur le plan mental, j'en Mmh. sais rien, quand si tu vas à un rendez-vous important, si tu fais du sport, je sais pas si tu fais du sport ou pas. Pas assez, mais ouais, j'essaye, hein, ça fait partie des sujets, hein. On travaille avec des athlètes, olympiques, médaillés, et cetera, des champions du monde et tout, et et paradoxalement, on a du mal à en faire autant de sport, mais sans parler de ça, non, alors, je vais pas on va dire que je me prépare, inconsciemment. Je me dis pas: «Tiens, je vais me préparer mentalement à quelque chose». Plutôt dans l'instinct, dans l'intuition, beaucoup. Mais par contre, et plus j'avance et plus c'est le cas, je pense que, bah, c'est peut-être pour ça que j'ai choisi Nadal, c'est que je suis un peu toqué, je pense. Je vais pas raconter tous les tocs que j'ai parce qu'il y en aurait trop. Moi aussi, je mets peut-être ma bouteille de jus d'orange et d'eau, tu sais, au bon endroit comme Nadal. Mais je vais t'en donner un, c'est celui que je raconte, mais pour t'expliquer un petit peu le côté des fois un petit peu débile de la chose, mais je me lève toujours du pied droit, le matin.
Ok. Tu sais pourquoi? Et maintenant, c'est devenu un toc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour de ma vie où je me lève pas du pied droit. Et pour rigoler, je le dis des fois en rigolant, mais c'est vrai, si j'ai un jour par mégarde, je me lève du pied gauche parce que je sais pas quoi, bah, je me recouche 10 secondes et je me relève du pied droit pour toujours me lever du pied droit. Et tu sais pourquoi? Et quand j'étais gamin, c'était en primaire, je me rappelle encore très bien qui c'était, hein, j'étais en CE1 ou en CE2, tu vois, donc tout petit. J'avais une copine qui m'avait dit: «Oh là là, qu'est-ce que t'as là? Tu vraiment levé du pied gauche». Tu sais la fameuse expression? Et Exact. ça m'avait tellement marqué, je me dis: «Ah putain merde, ah je me suis levé du pied gauche, vite, bah, il faut que je me lève du pied droit alors pour être de bonne humeur». Et maintenant je me lève tous les jours du pied droit et c'est devenu un toc et il faut que je commence ma journée comme ça. Ok, c'est rigolo. Comme anecdote, on la garde, on la garde celle-là, Ouais, ouais, ouais. on la garde. Alors, si, bon, du coup, tu te prépares, mentalement, inconsciemment, mais est-ce que tu as des choses, que on appelle ça souvent des rituels. Tu as des rituels, bon, te lever du pied droit, c'est un rituel, puisque tu le fais tous les jours, mais est-ce que tu as d'autres choses que tu mets en place, bah, voilà, pour ton bien-être au quotidien? Te décharger mentalement, pour te faire du bien, pour Ah, voilà. j'en ai plein, je vais t'en donner 2. Je vais te donner bon, le truc le plus pragmatique possible, c'est, ma gestion, de mes mails. C'est d'une méthodologie, énorme, c'est-à-dire que mes mails sont extrêmement bien classés. Ce qui est dans ma boîte de réception, c'est uniquement ce que je dois traiter. Je garde exclusivement ce qui est important, ce qui l'est pas, ce que genre même des choses que je garde pas, je les supprime. Enfin, je veux que ma boîte mail soit le plus clean et la plus claire possible pour que dans la tête dans ma tête, ça le soit aussi. Et ça, c'est une formation même que j'ai eue, je pense de ma responsable quand j'étais à Roland Garros, Georgina, qui était comme ça et qui est toujours comme ça d'ailleurs, je pense, Georgina Lotte. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise vraiment au quotidien pour m'aider. Il n'y a pas un jour où je ne classe pas ma boîte mail, il n'y a pas un jour où, enfin, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est presque maladif, mais c'est vital pour moi de le faire. Et ça m'aide énormément, cette gestion-là. Et après, des rituels, j'en ai plein, justement. Alors, je sais pas s'il faut le mettre dans le sens rituel ou dans le genre toc, parce qu'encore une fois, j'ai plein de tocs, hein, donc par rapport à ça. Mais il y en a un en particulier, quand je pars de chez moi, dans mon entrée, j'ai un tableau où c'est marqué Do what you love every day. Et ben, je lis ce truc-là tous les jours avant de partir. Mais vraiment, je le dis pas parce qu'on est en podcast et je veux marketer le truc, c'est vraiment vrai. Je lis le truc. Et en plus de ça, j'insiste sur le mot love, genre je le fais pas. Et là, c'est moi, j'y vais. Voilà, j'ai besoin en fait effectivement de ces moments pour avancer et pour me rassurer d'une certaine manière. Ouais, c'est rigolo, c'est rigolo. Tu disais, Georgina Lotte, c'est ça? La Ouais. fille de Jean-Paul Lotte? La belle-fille de Jean-Paul Lotte. Et Exactement. Jean-Paul Lotte, une figure du tennis, Ah Jean-Paul bah, Lotte. oui, oui. Ah bah, je dis, c'est une grande famille. Georgina, elle travaille à Roland-Garros depuis toujours. Elle est mariée donc avec, Alex Lotte, qui est le fils de Jean-Paul Lotte. Donc oui, oui, c'est une grande famille de tennis et Alex Lotte, qui travaille également à la Fédé de tennis. Donc effectivement, on est sur une des grandes familles du tennis, ouais. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. OK, bon écoute, on a parlé de ton mental. J'ai envie qu'on parle un peu de confiance. La confiance en soi, c'est un thème récurrent, dont on entend parler tous les jours. Comment travailler votre confiance en vous? Vous manquez de confiance, patati patata. Toi, si on revient sur, les éléments de la construction de ta confiance en toi, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Ça, c'est un vrai sujet, hein. Je crois qu'on rencontre tous les jours des gens qui n'ont pas confiance en eux ou qui n'osent pas avoir confiance en eux. Moi, maintenant, j'ai confiance en moi parce que comment dirais-je, j'ai validé, j'allais dire, j'ai compris mes petites victoires. Enfin, tu sais, j'ai emmagasiné, j'ai digéré mes petites victoires. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui est dur aussi quand on est jeune, c'est de se rendre compte de ce que c'est qu'une petite victoire. Et en fait, en les enchaînant, bah, ça permet de se dire: «Bah, si, tu vois, ça, j'y arrive. Ah bah, ça, c'est possible. Ah bah, ça, c'était bien, en fait. Bah, là, j'avais raison. Ah bah, oui, j'aurais dû», et en fait, en cumulant, bah, ça fait du bien. Peut-être aussi à l'ego, je sais pas, hein, si on fait un lien avec la confiance en soi et l'ego, tu vois? Ça, c'est au prépa mental que je m'adresse, peut-être. Mais je sais que la confiance en moi, c'est pas quelque chose qu'on m'a inculqué, loin de là, mais c'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure des petites victoires et des petits moments, je dirais, pareil pour utiliser un terme un peu comme ça, mais où je me suis, révélé à moi-même. Et j'ai des exemples dans ma tête de trucs de quand j'étais plus jeune, où vraiment je dis: «Ah ouais, ah putain, ah mais en fait c'est possible». Et vraiment, je vais donner juste un exemple. Le moment où j'ai compris que j'étais à l'aise à l'oral ou que j'aimais bien m'exprimer alors qu'avant je le savais pas, c'était en licence, à Sup de Pub. On faisait un oral de groupe, truc classique d'étudiant, hein.
en compétition, ça s'appelle. Donc, c'est un truc assez important pour nous étudiants à l'époque. Et je me rappelle qu'une de mes collaboratrices dans le groupe était en train de perdre pied complètement dans l'oral. Elle nous plombait un peu le temps. Enfin bref, je sans rentrer dans les détails, mais je voyais que ça allait pas du tout, que les gens en face commençaient à s'endormir et tout. Et je sais pas ce qui s'est passé. Là, j'y suis allé et j'ai repris le truc. Et du coup, tout ce que je voulais dire, j'ai dû le diviser. J'ai dû aller plus vite. J'ai dû aller plus dynamique. J'ai dû aller à l'essentiel. J'ai dû m'exprimer d'une manière en me disant bon allez, maintenant il faut que je réveille un peu tout le monde. Ça a pas duré très longtemps, mais tout le monde après est venu me dire ouais, Thibaut, putain, tu parles vachement bien à l'oral, ouais, c'est super, bah, tu veux pas bosser dans notre groupe là, pour la prochaine fois. Les profs qui me disaient bravo, les jurys qui disaient bah voilà, bah, au début on s'endormissait, mais là voilà, bah, quand vous êtes arrivé, bah tout de suite effectivement ça nous a réveillés, c'était bien. Et là je me dis ah ouais, putain la vache, mais jamais j'aurais pensé qu'on puisse me dire ça. Et ça a été une des premières même grandes victoires et qui ont permis de développer ma confiance en moi. Souvent, la confiance, comment dire, on se la crédite Mm. par les actions, c'est-à-dire que tu mets en place une action, tu vois si tu y arrives ou si tu y arrives pas, ou si tu y arrives pas, bah, de toute manière, tu vas la répéter l'action jusqu'à ce que tu y arrives, donc forcément, bah, au fur et à mesure, tu prends confiance, toi. Ouais, C'est ouais, un peu comme, quand tu sais, quand tu pas bricoleur et que, ouais. bah, du coup, bah, tu apprends à bricoler, tu commences à à choisir les outils, ça va prendre le mode d'emploi et puis quand tu l'as fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, bah, voilà, après tu sais, quoi. Bah, oui, non, mais c'est un vrai sujet et moi, c'est pas du tout dans mon mindset, éducatif, j'allais dire, et il a fallu, le faire, moi-même et je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Ça aussi, je veux tempérer avec ce que je dis. Tout ce que j'ai réussi à faire, je l'ai fait par abnégation, par travail et cetera, mais je sais aussi que j'ai eu des moments de chance, des moments où, la bonne rencontre au bon moment, le bon mot au bon moment, enfin, le bon moment des fois tout court. Et je sais qu'il y en a qui auraient très bien pu y arriver, qui aujourd'hui ont un peu peut-être lâché parce qu'ils n'ont pas eu encore le bon moment, mais je pense que le bon moment arrive toujours. Moi, j'ai eu la chance qu'il est arrivé assez vite. Le droit à l'erreur, tu te situes comment avec ça? Parce que souvent on en parle beaucoup, hein, souvent il y a des gens, bon, qui se disent: «Bon, bah, voilà, alors il y a des» si on reste dans le sport et qu'on dit, ça à un pilote de Formule 1, droit à l'erreur, il va dire: «Écoute, si je fais une erreur, je vais dans le mur», tu vois? Mmh. Mais après nous, dans la vie de tous les jours, bon, voilà, je pense qu'il y a des gens qui s'autorisent, de faire des erreurs, d'autres non. Toi, tu te situes comment par rapport à ça? Moi, je pense que l'erreur est indispensable dans l'apprentissage. Je pense qu'on apprend beaucoup plus de nos échecs et de nos défaites que nos victoires, tout simplement parce que la remise en question est beaucoup plus importante quand on se prend une grosse claque que quand on gagne. Tu vois, ça fait bien le lien avec la confiance en soi. Si on gagne, même facilement, quelque chose, bah, on va juste profiter de la victoire et je pense qu'il y a moins de remise en question. Je sais pas, si tu gagnes 6-0, 6-0 au match de tennis, tu dis bon bah voilà, j'ai gagné, super, next quoi. Et je pense que c'est beaucoup plus dur de faire un feedback sur une grande victoire ou des victoires, alors qu'une grosse claque, là on doit se dire attends, pourquoi j'ai pris une bulle là? Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et je pense que l'échec est indispensable pour progresser. Et c'est une phrase de Paul-Henri Mathieu, ça que j'avais beaucoup aimé à l'époque. C'est vieux, hein, c'est vieux, parce que Paul-Henri Mathieu, tu vois, c'est quand même une génération, il y a quand même 20 ans maintenant. En tout cas, je me rappelle très bien de sa défaite contre Youzhny en 2002 en Coupe Davis. Et il avait dit, alors je sais pas si c'était à ce moment-là, mais que les plus grandes défaites faisaient les plus grandes victoires. Et j'aime bien cette phrase, c'est complètement ça. Je pense que l'échec est indispensable, mais encore faut-il l'accepter, le gérer, le digérer, l'utiliser. Et c'est d'ailleurs ce que je dis à mes enfants, et particulièrement mon premier. J'ai deux enfants qui ont 7 et 3 ans. Donc celle qui a 3 ans, bon, elle est encore un peu petite pour ça, mais celui qui a 7 ans, qui a énormément de mal avec la défaite. Et je lui fais comprendre d'accepter la défaite, mais je lui dis aussi de la détester, la défaite. Il faut détester perdre, mais il faut l'accepter quand ça arrive et après la digérer pour pouvoir en faire une force derrière. Bah, ouais, de toute façon la défaite, elle fait partie de l'apprentissage, hein, comme tu dis, Ouais, hein. ouais, Et puis parfois, il faut apprendre aussi à gagner en mal jouant. Souvent, je disais au tennis, moi ouais, qui étais un grand perfectionniste et qui supportais pas la défaite, mais je supportais pas de mal jouer non plus, tu vois? Mais quand ouais, tu, tu bah, que tu as gagné dans un jour sans, et pas en ayant été, très brillant, bah, ouais. déjà tu tu passes aussi des étapes, te dire que bon, bah, j'y suis quand même arrivé même si, mon état de forme, il n'était pas au top du moment parce que finalement ce que je pouvais répéter aussi, aux athlètes que j'ai pu avoir, c'est que bon, bah, chaque jour est différent et ton état de forme, du jour J, bah, il est jamais le même, en fait. Ah ouais, complètement. Et l'échec, il faut l'accepter. Il faut pas que ça nous entraîne dans le fond, quoi. Je vais dire, quelle que soit la métaphore qu'on fait sur la vie, hein. Des échecs, on en connaît tous, on en connaîtra tous. Des erreurs, on en fait tous. Et ce qui est le plus important, c'est la réaction derrière.
j'en parlais avec une de mes collaboratrices il y a pas longtemps, qui est très perfectionniste, et elle me disait ah ouais, quand tu me dis que j'ai oublié de faire un truc quoi, ah je m'en veux machin et tout. Des fois tu sais, elle pouvait des fois mal le vivre presque, j'exagère hein, mais voilà. Je lui dis mais tu sais moi je te jugerai jamais sur tes échecs ou tes erreurs parce qu'on en fait tous. Par contre derrière c'est la réaction qui est importante. Si on fait une erreur, on se trompe, on oublie quelque chose, c'est pas grave. Et si après derrière hop on rattrape le coup en faisant quelque chose de super et on dit hop là, ça c'est une victoire et ça c'est important. Effectivement, tu as bien raison. Alors, une thématique que j'aime bien aborder, c'est le regard des autres. Parce que très souvent, le regard des autres, ça peut inhiber, comme, ça peut, pour certains, au contraire, transcender. Toi, est-ce que tu es quelqu'un qui a dû t'affranchir du regard des autres avec le temps? Comment tu te situes aussi par rapport à cette thématique? Complètement, ça a beaucoup évolué avec le temps, je pense comme beaucoup, bah, je faisais énormément, attention au regard des autres, au jugement des autres. Je sais pas si on peut le mettre dans la même catégorie, regard et jugement des autres, et ça m'a beaucoup bloqué dans la vie effectivement. Ça rejoint aussi le sujet de la confiance en soi. Ça pouvait me bloquer ou j'osais pas parce que j'avais peur du jugement, peur du regard des autres, et ça pendant assez longtemps au final dans ma vie, et c'est d'où les efforts que j'ai dû faire autour de 20 ans. C'est faire en sorte que ça me touche plus, ou en tout cas que j'en ressorte. Tu vois, bah là, tiens, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure sur la notion de sentiment de vertige des fois et tout. Et je pense que c'est le regard des autres ou la crainte d'être jugé qui me donnait ce sentiment un peu de vertige. Et maintenant, pareil j'allais dire avec l'âge, encore une fois, 38 ans, je trouve que quand on approche la quarantaine, on se rend compte aussi que le bien-être et le soi est vital. Donc maintenant, c'est l'inverse, le regard des autres, peu importe à partir du moment que ce que je fais a du sens pour moi ou du sens pour mes proches, si ça a du sens, peu importe ce qu'on peut me dire de moi ou quoi. Et si quelqu'un est pas d'accord avec moi, ou si quelqu'un ne pense pas comme moi, etc., bah, c'est pas grave. Ça me permet d'aller quand même là où j'ai envie d'aller. Et ce qui me dirige maintenant, c'est pas la peur du regard des autres, c'est vraiment la recherche du bon sens. Ouais, effectivement. Et puis souvent, ce qui permet aussi avec le temps de, même si personne n'y croit dans un projet, mais que toi tu y crois fortement, de pouvoir te lancer sans Mm. forcément, attendre l'aval des gens aussi. Parce que Exactement. souvent, c'est ça qui bloque souvent aussi, on se dit: «Ah ben tu vois, alors à Alors, moins qu'il y ait des gens qui aient essayé avant et beaucoup de gens et qui est pas forcément, mais bon, des fois il y a des gens qui, voilà, qui malgré, vents et tempêtes, croyaient tellement fortement à ce qu'ils pensaient, que finalement ils ont réussi à le créer quoi, malgré, complètement. les critiques. Et ça, je pense que c'est une bonne chose, même si pour tempérer, je dirais que, tu sais, des fois, tu sais, sur Instagram ou quoi, on a maintenant beaucoup de contenu justement autour de ça, et on a beaucoup de contenu fake, hein, on en voit tous les jours, hein, justement des faux podcasts ou des fausses phrases dites par quelqu'un qui a en fait plus un arnaqueur du web qu'autre chose. Enfin bref, ça, on en voit tous les jours. Donc, évidemment que continuer à aller au bout de ses idées, c'est extrêmement important. Mais il faut y aller, il faut continuer à croire à ses idées pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même du sens, du bon sens. Il faut que que c'est réfléchi. C'est pas parce que je vais faire ça et tout le monde me dit que c'est nul. Non, non, ils ont tort, ils ont tort, ils ont tort. Tu sais, des fois, tu peux aller dans le mur quand même. Il faut vraiment aller au plus profond de ça. Se dire, s'il y a autant de monde qui me dit que c'est pas bien, pourquoi ils me disent que c'est pas bien? Peut-être qu'il faut que je modifie juste ça. Ah oui, tiens, il m'a dit ça, ça peut-être, tu vois, faut toujours les utiliser, ces critiques, pas pour tout changer, mais pour changer peut-être quelques petites choses qui permettent de faire avancer les choses, sans pour autant se laisser abattre. Il faut plutôt voir quelqu'un qui te dit c'est pas bien pour comprendre pourquoi il dit que c'est pas bien, parce que peut-être qu'il y a quand même 5% de ce qu'il dit qui est peut-être vrai. Donc il faut quand même réussir à se remettre en question malgré tout. Oui, puis c'est important parce que quand alors si on est, typiquement, tu vois, dans le marketing sportif, si on fait des enquêtes clients, des enquêtes satisfaction, c'est pour améliorer son produit, tu vois? Donc il faut savoir aussi accepter les critiques, quand elles, voilà, je veux dire, pour pouvoir aussi progresser. Il Mm. faut arriver, je pense que c'est un état d'esprit à avoir après, qui est pas si simple, c'est-à-dire qu'accepter pour mieux se transformer, tu vois? Ouais. Ah bah, c'est complètement ça, et c'est accepter, et ouais, et accepter les critiques, c'est extrêmement important. Et puis je te dis, s'il y a pas de critique, ou si tu vas pas chercher la critique, c'est, soi-même se remettre en question. Par exemple, je sais pas, par exemple, je pense à Stadiup, à notre offre de service, et à voir de façon très pragmatique ce qui marche et ce qui marche pas.
et se dire non bah ça marche pas, vas-y on arrête. Ça marche pas comme on voudrait, bon bah il faut qu'on fasse différemment. Enfin, il faut être assez lucide en fait finalement. Ouais. Toi qui aimes bien Nadal et puis moi aussi, Très si bien. tu te souviens de ses débuts là, quand il gagne son premier Roland, en Mmh. fait, il gagne Roland en étant très loin derrière sa ligne de fond, Ouais. et quand tu vois en fait, il avait quand même beaucoup de critiques sur le fait qu'il voilà, c'était un guerrier, mais bon, enfin voilà, il était un peu dans un jeu usant et qui était pas forcément, très agréable au départ. Mais quand tu vois un peu comment il a fait évoluer son jeu en étant plus proche de la ligne de fond, en prenant la balle plus tôt et puis en allant chercher les points au filet, tu te rends compte comme, son jeu, il est devenu, non seulement il était impressionnant à voir jouer, mais en plus c'était, tu sais, c'est un vrai show, quoi. Ah bah, Les matchs avec Federer-Nadal, oui, enfin, bah tu vois, ça. il nous manque un peu, c'est là, Ah bah, c'était incroyable, c'est quoi. les fameux fédales, Mmh. ça reste, le meilleur, la meilleure période du tennis aujourd'hui, hein, de ce que j'ai connu, hein, de près, ouais, c'était magnifique. Et Nadal était beaucoup critiqué, certes, mais justement, c'est presque ce que j'ai le plus aimé aussi. Enfin, ce qui m'a permis d'aimer, c'est ça. Je vais donner un autre exemple, un autre joueur que j'adorais quand j'étais encore un peu plus jeune, c'était Marat Safin. J'adorais Marat Safin, j'avais même la même raquette que lui. Enfin, tu sais, j'étais vraiment le vrai fan à l'époque, je me rappelle. C'est une aide, je sais plus comment elle s'appelait, mais je me rappelle très bien à quoi elle ressemblait. C'était une planche, hein, j'arrivais pas à jouer avec, Une mais vu que Prestige, la rouge? non, elle était pas rouge. Oui, c'était une Prestige, mais c'est encore avant rouge. Elle était grise à l'époque, je crois. Ouais, parce T'as que raison, je crois que c'est une généralement, ils jouent Prestige. tous avec des Prestiges bien, bien Ouais, t'as raides, raison. C'était une Prestige et elle était peut-être que c'est passé au rouge après, mais à mon époque, c'est à cette époque-là, donc à laquelle je pense, ça devait être au début des années 2000. Elle était encore grise, tu vois. Enfin bref. Et Safin, pourquoi j'ai adoré Safin? Ça, les fans de tennis s'en rappelleront. C'était en 98 de mémoire, hein. Bon, je me rappelais pas de la date particulièrement, mais parce que je l'ai revu derrière. Mais il a joué un huitième de finale, je crois, contre Pioline. Et il s'était fait huer par Roland Garros, par le public, parce que bah, il voulait absolument pousser Pioline en huant Safin. Et Safin, à l'époque, il avait juste 18 ans, je crois. Et moi, ça m'avait marqué de me dire, putain, mais pourquoi il hue Safin? Enfin, et du coup, je suis pas du tout pour Pioline, hein. Moi, c'est pas le cocorico, c'est pas obligatoire. Et j'étais pour Safin ce jour-là, parce que ça m'agaçait qu'on puisse le siffler juste parce qu'il était contre un Français. Et en fait, sa réaction dans l'adversité, j'avais beaucoup aimé. Et Safin, c'était un de mes joueurs préférés aussi à l'époque. Ouais, Safin, moi, il m'a toujours fait rire parce qu'en fait, il est même, à ses matchs, il venait avec ses groupies, tu sais? Ah oui, oui, bah ça, c'est un russe, hein. C'est un sacré joueur et puis il a fait des super matchs après, hein, même je veux dire à Roland, il a toujours bien joué, Ouais, ouais. Bah, il voilà. était numéro un mondial quelques semaines, ou peut-être voire même quelques mois, je me rappelle plus. Il a gagné quand même quelques grands chelems. Non, non, c'était, je sais pas, c'était le genre de gars, moi, je le trouvais sympathique, tu vois. Enfin, il donnait envie d'être sympathique. En fait, à l'âge que j'avais à l'époque, tu vois, j'aurais bien aimé que ce soit mon grand frère, tu vois. Ouais, je Et comprends, je comprends. ouais. Mais c'est un des joueurs qui était déjà, c'est un des joueurs du futur, même s'il est Mmh. il était déjà sur des tu sais, sur un prototype de joueur grand, il servait fort, il était tu vois? Ouais, Et en fait, il était près de sa ligne, il prenait tôt, enfin, il savait ouais, tout faire et tout et ouais. c'était un Ah, j'aimais super beaucoup. hyper complet et hyper inspirant, c'est clair, c'est clair. Bah, justement, on va enchaîner sur la motivation, parce que toi, dans ton secteur, d'activité, bon, bah, tu es chef d'entreprise, hein, tu as une entreprise à faire tourner. Voilà, on sait très bien que bon, bah, voilà, gérer une entreprise, c'est les vagues, hein, c'est jamais, c'est pas linéaire, quoi. Donc, Mmh. quels sont en tout cas toi, les trucs que tu utilises pour te motiver au quotidien, quoi qu'il arrive? Bah, c'est ce que tu dis, c'est, que ce soit pas linéaire. C'est très paradoxal, mais c'est cette pression qui me motive, moi. Je ne pourrais pas être dans, en tout cas pas aujourd'hui, hein, je te dis pas que je retournerai pas, dans ce milieu-là, mais être salarié, avoir un job, voilà, sans trop pression, en fait, ça ne m'anime pas aujourd'hui. J'ai pas besoin de ça, pour pouvoir, me motiver, et au contraire, ça me démotiverait. Moi, aujourd'hui, ce qui me motive, c'est cette pression, de faire, grandir effectivement Stadium, qui est, pour moi, je le dis souvent, mon 3e enfant, hein. J'en ai 2, de 7 et 3 ans, et puis j'ai Stadium. Donc, c'est un peu de la même manière, et c'est ça qui me motive. Pour moi, Stadium, c'est une partie de moi, et ce qui me motive, c'est cette pression du quotidien, et j'allais dire presque la chance que j'ai de vivre cette pression, la chance que j'ai d'avoir, tous les soucis de l'entrepreneur. Et ce qui me motive, c'est de me dire, le moi d'il y a 20 ans, si on m'avait dit ça, tiens, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais si on m'avait dit il y a 20 ans que j'allais faire tout ce que j'ai fait et me dire, là où je suis aujourd'hui,
Là, je t'aurais dit, oh, ouais, putain, si j'arrive à faire ça, ce serait dingue. Donc, en fait, c'est ça qui me motive, tu vois, c'est de me dire que c'est une chance inouïe de faire quelque chose qui rendrait fier le moi de l'an 2000. OK, ouais, je comprends, je comprends, je comprends. Tu disais que, donc du coup, bah, tu la pression. Bon, je suppose quand même que quand tu bossais à Roland, tu en avais un peu quand même parce que Bien sûr, mais je l'aimais déjà à l'époque et surtout la pression de l'événementiel parce que là, c'est différent, hein, évidemment, la pression, même si la pression, il faut savoir la gérer, il faut trouver le bon équilibre, il faut savoir être hermétique à des moments. Enfin, ça, c'est un vrai travail du quotidien, hein, l'équilibre pro perso, la gestion des pressions. Enfin, ça, c'est un truc qu'on pourrait en parler pendant très longtemps. Mais bien sûr que je l'ai toujours connu dans mes métiers et c'est ça qui m'a fait aimer ce monde-là, l'adrénaline de l'événementiel sportif. C'est cette pression, mais c'est presque cette pression, elle se transforme en adrénaline. Et ce qui est génial dans l'événementiel, et particulièrement à Roland-Garros, mais c'était aussi au Comité olympique, mais je pense à Roland-Garros parce qu'on parle de ça, c'est que en fait tu voyais les résultats positifs, c'est-à-dire que t'en avais les fruits de cette pression et de de ce travail en voyant clairement ce sur quoi tu avais travaillé. Et donc cette pression-là, elle était géniale. Et au point où je le fais souvent la métaphore à la fin de Roland-Garros, le lundi, le lendemain de la finale, sauf en 2012 où la finale a duré sur 2 jours. C'était le mardi pour 2012. Mais sinon, les lundis de lendemain de finale, moi, je ressentais vraiment au fond de moi comme un chagrin d'amour de collège. ouais, une mélancolie, Euh, quoi. hein? La mélancolie de la fin? Ah oui, complètement. C'est comme une petite boule dans le ventre de ah, tu vois, c'est fini, quoi. Ça retombe, quoi. C'est un peu triste. Surtout après l'explosion, après la finale du dimanche, avec la patrouille de France, avec les stars, la musique, la célébration, la Oui et soirée puis, de clôture, le monde, enfin, les médias, enfin, tout ça, bam, ça explose le dimanche. Et le lendemain, bah, tu reviens au bureau et t'as les Fenwick, les camions, les caisses et 25 fois moins de collaborateurs et 10 000 fois moins de supporters. ouais, c'est ça et puis en fait, c'est pas le c'est plus le même Roland, en fait. Ah oui. Tout se démonte, il y a Ah plus les oui. spectateurs, enfin voilà, ça grouille plus de monde, comme, comme c'est l'est habituellement, quoi. Comme 8 heures avant, 10 heures, 12 heures avant, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. C'est la chute brutale. Mais ouais, ouais, ça, par contre, je le souhaite de le vivre à tout le monde, hein, et c'est vraiment grisant. Bah, justement, en fait, tu la pression, mais j'ai envie de te dire, comment tu la gères? Qu'est-ce que tu mets en place pour la gérer, cette pression? Ça, c'est encore un travail du quotidien et ça, j'ai pas de recette, c'est un Mais ta vrai recette à travail. toi, en fait, la Ma tienne? recette à moi, Ouais. je l'applique pas encore assez justement, moi, bah, tiens, bah, je l'ai encore fait à midi. J'ai besoin de mes temps, tout seul. Alors ça m'empêche pas de penser boulot, ça m'empêche pas évidemment, je pense beaucoup au perso, mais des temps tout seul où je vais me promener, où je vais flâner, où je vais faire un peu de shopping, où je vais manger au resto tout seul, où je vais faire une petite randonnée. Ça, c'est des petits moments importants, où je le fais beaucoup et tu vois, là, je dis ça parce que c'est ce que j'ai fait à midi, j'ai dû aller faire une course, à Intersport pour acheter, quelques bricoles. Bah, après, je suis allé me faire, un petit resto tout seul, tranquille et tu sais, tu as personne avec qui parler, mais tu cherches pas forcément à parler non plus avec des gens. Tu es juste dans ta bulle et ça te permet de souffler un petit peu. Ça dure quelques minutes, quelques heures, mais ça, c'est indispensable. Donc ça, je le fais beaucoup et je le fais pas encore assez. Justement, c'est là où il faut encore que je progresse. C'est vraiment cette gestion-là du quotidien. Et après, ça aussi, bon, c'est un peu caricatural comme tout papa, mais c'est vrai, j'essaye de passer le plus de temps possible avec mes enfants en one-to-one. Tu vois, avec le grand qui a 7 ans, on va jouer au foot tous les deux, on va se balader tous les deux. Avec la petite, je le fais pas encore assez d'ailleurs. C'est un de mes regrets qu'il faut que je fasse un peu plus à 3 ans, mais il faut qu'on arrive à passer du temps. J'essaye de m'octroyer des moments de bulle et des moments où rien d'autre ne compte à part le moment présent. Et ça, je trouve que c'est très dur, hein. Je te dis pas que j'y arrive encore aujourd'hui, mais me focaliser sur le moment présent pour me recharger, j'essaye et j'apprends encore à le faire. OK, il te faut des moments un peu, je pense à la cocotte minute, des moments de soupape Ah ouais, 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 c'est ça. pour Le moment de pouvoir, soupape, c'est exactement ça, par exemple, avec le temps de trajet, tu vois. Par exemple, on parlait de la région parisienne, j'avais 40 minutes de temps de trajet en voiture à l'époque. Pour plein de monde, 40 minutes, c'est inconcevable. Ben, moi, j'adorais parce que j'ai 40 minutes où tu écoutes de la musique, tu écoutes des podcasts, tu appelles quelqu'un que tu as envie d'appeler. C'est cette soupape qui fait du bien. ouais, tu utilises du temps qui est disponible pour faire quelque chose qui va te faire du bien, quoi. C'est ça. Et le temps disponible, alors là, tu mets le doigt sur quelque chose, c'est justement ce qui est compliqué en ce moment. Et c'est là où il faut que je progresse, hein. Je sais que je suis pas assez bon et il faut que j'arrive à trouver un meilleur équilibre. Mais je laisse passer un peu les jeux là cet été avec tout ce qu'on a, toute notre activité. Mais je sais que dès septembre,
Là, il faut vraiment que je progresse là-dessus. Et ça m'intéresse. Et tu vois, c'est typiquement le genre de podcast que j'écouterais volontiers. Des gens qui parlent de ça, ou ces thèmes-là, ces sujets-là. Alors là, c'est en plein dans ce que j'ai envie d'écouter en ce moment. Sur la gestion du temps. Ouais, notamment. Et l'équilibre pro-perso, tout ça. Ouais, bah, c'est important en plus l'équilibre pro-perso parce que très souvent, puis on a même, il y a des gens qui ont tendance à ramener le travail à la maison, tu vois, il y a pas coupé et à ressasser les trucs et tout et des fois il faut ce temps de sas là dont tu parles, il est intéressant parce qu'il te permet de clôturer ta journée aussi. Ouais, c'est ça. Rentrer chez toi serein et de voilà, de laisser le travail au travail et puis de commencer une autre partie de ta journée, de manière différente, forcément sans pression, là, C'est ça. normalement. Et un truc que j'essaye de faire aussi souvent, surtout quand je suis en télétravail, c'est les 5 ou 10 minutes. Enfin, je mets 10 minutes, moi, de sieste. Jamais plus. Sinon, après, tu te réveilles, t'es tout vaseux. 10 minutes de sieste ou 10 minutes où là, vraiment je me pose sur mon lit ou sur le canapé, un peu comme une momie, tu vois. Et là, je laisse mon esprit et je me force au début, mon esprit à penser à des choses agréables hors travail. Et je me laisse partir. Mais par contre, je mets mon réveil, hein. Et au bout de 10 minutes, boum, ça, je suis rechargé. Et j'aime beaucoup ce genre de moment. Ouais, Ouais, c'est des micro-siestes. ouais, On micro-sieste. les utilise beaucoup dans l'armée, avec les techniques d'optimisation du potentiel Ah ouais, d'accord. et c'est des micro-siestes qui permettent de te ressourcer et de repartir, donc ils font beaucoup Ouais. de micro-siestes parce que dans l'armée, ils sont sur des temps de sommeil très courts. S'ils sont en mission et du coup, ils ont développé des techniques qui leur permettent du coup, de faire des micro-siestes qui leur permettent de récupérer, potentiellement s'ils ont du sommeil en retard, quoi. Ouais, bah, tu vois, bah, écoute, non, ça, je savais pas et ça fait partie de ces sujets, ouais, qui m'intéressent beaucoup en ce moment, la psychologie, la gestion des émotions, la gestion du stress, la gestion du temps, tout ça, je trouve que je pense que ça se comptera en décennies, je pense, pour l'apprendre complètement, mais là, ouais, Ah, mais j'en ressens c'est le besoin. intéressant. Parce Ouais. qu'en fait, c'est des thématiques qui apprennent un peu aussi à mieux se connaître et à Mmh. mettre en place des choses pour soi, en fait, Mmh. qui vont être utiles pour soi. Donc, c'est des super thématiques, hein. Après, tout ne Mmh. marche pas sur soi, mais je pense qu'il faut beaucoup se tester, hein. C'est du test and learn, hein, comme en marketing. Il faut tester ce Ouais, qui marche sur complètement, soi et puis après optimiser, avoir comment dire, ta boîte à outils personnelle, qui, tiens, j'ai besoin de ça, tac, tac, tac. complètement. OK. Alors j'ai une dernière petite question pour toi, que je pose très souvent. Souvent, on entend que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Et dans le rien lâcher, il y a beaucoup d'invités qui sont pas forcément d'accord avec le rien lâcher. Toi, comment tu te situes par rapport à ça? Est-ce que tu lâches rien, rien, rien ou, tu es capable de lâcher un peu pour, Ouais. Ça revient au sujet autour de la remise en question et de manière la plus lucide possible. Et pour avancer, il faut savoir lâcher des choses. Ne serait-ce que, et là on fait le parallèle avec plein de choses qu'on s'est dites avant, la gestion du temps. On peut pas faire tout ce qu'on veut, on peut pas accumuler indéfiniment les projets pro, perso, etc. Donc on est forcément obligé de faire des choix et de lâcher des choses. Et dans le mot lâcher, ça peut être temporaire, hein. Tu peux dire, bah ça, je le lâche, mais temporairement. C'est là, je le prendrai plus tard. Mais je pense qu'il faut savoir lâcher. Je pense qu'il faut savoir rebrousser chemin. Là, je vais faire une métaphore avec la montagne, moi qui aime beaucoup les sports de montagne, etc. Je pense qu'il faut savoir faire demi-tour. Il faut savoir arrêter les choses pour repartir mieux derrière, de manière plus lucide. Et je pense que ne rien lâcher, c'est peut-être sa motivation qu'il faut pas lâcher, mais c'est lâcher opérationnellement des choses. Ça, c'est obligatoire si on veut avancer. Et il faut pas le percevoir comme un échec, un demi-tour en montagne parce qu'il y a trop de neige ou parce que c'est dangereux ou parce que la météo se gâte. C'est pas un échec. C'est juste, on lâche provisoirement, mais on vient d'accumuler de l'expérience. Cette expérience-là, on va la réutiliser après. Et donc, c'est plutôt comme ça que je le dirais. OK. Bon, c'est un peu alors, il y a des trucs qu'on lâche et des trucs qu'on diffère, quoi, en final. Ouais, oui, voilà, ouais. Et quand on lâche quelque chose, c'est pas forcément grave, c'est pas un échec. C'est des fois indispensable, et c'est bien comme ça, hein. Mmh. Ça me fait penser un peu à la matrice d'Eisenhower, je sais pas si tu l'utilises? C'est une Non? matrice qui permet finalement de fixer des priorités, de qu'est-ce qui est Ah oui, voilà, prioritaire ouais, et ouais. urgent, qu'est-ce qui est prioritaire, non OK. urgent, qu'est-ce qui est pas prioritaire,
Ah bah, Qu'est-ce qui écoute, peut être ouais. délégué, qu'est-ce qui peut être pas prioritaire, qui peut être différé. Bah, tu vois, alors c'est marrant, j'en parlais il y a pas longtemps avec quelqu'un et j'avais fait une métaphore d'une pyramide, tu vois. Bah, je savais pas que en fait c'est la matrice d'Eisenhower. Bah, écoute, je regarderai, c'est complètement ça, ouais. Ouais, ben ça Et permet ça de. marche dans la vie pro et la vie perso aussi, hein. Ouais, ben en fait, ça permet d'éviter de faire des listes. Tu sais, parce que souvent on fait des grandes listes, j'ai Ouais, ça à faire, mais du coup on les priorise pas. ouais, Donc du coup, tu te retrouves avec un énorme pavé de trucs, et te dire: «Bon ben, ah putain, j'ai trop de trucs à faire». ouais, Et au final, en fait, dans toutes ces choses-là, en fait, si tu les priorises et si tu peux aussi prioriser ou alors ce qui est pas prioritaire, ce que tu peux déléguer et le faire faire à quelqu'un et ouais, potentiellement, ouais. bah, du coup, ça te permet de te décharger mentalement et d'avoir moins de choses à Co penser. complètement, bah, ça, c'est un vrai sujet de la gestion du temps, en tout cas dans la vie professionnelle. Bah, déléguer, je le fais évidemment beaucoup, maintenant parce que j'ai des équipes, ultra efficaces qui sont top, qui comprennent très bien et qui me comprennent et qui vont vraiment dans le même sens. Donc ça, c'est vraiment, un vrai plaisir quand on est manager. Et puis aussi, sur l'autre côté, c'est que j'aime bien aussi, quand j'ai une longue to do, de faire à un moment où je suis peut-être un peu plus fatigué, de faire des toutes petites choses qui en fait, c'est une ligne mais c'est peut-être, un mail de 25 secondes et ça fait un de ces biens genre: «Ah bah ça, bah, bah, ah, ça y est, j'ai fait, en fait. Ah bah ça, je vais le faire, hop» et je le dis beaucoup à mes équipes, des fois de quand il y a des moments, où on a forcément des fois on a un peu moins envie, où on a moins le goût, on est un peu plus fatigué, enfin, je veux dire, ça c'est notre quotidien et ben, d'aller se recharger un petit peu en faisant des choses faciles et rapides et de les cumuler et la to do, on avait 20 tâches à faire, bah, il en reste peut-être plus que 5, mais on en a l'impression d'en avoir fait 15. On a l'impression d'avoir fait les 3 quarts alors qu'en fait, on a utilisé qu'un dixième de son temps et ça, je trouve que ça fait vraiment du bien au moral et ça recharge les batteries. Ouais, c'est clair. Tu sais quoi? Ça me fait penser, comme j'étais quand j'étais entraîneur, ça me fait penser à, quand tu mets en place des exercices et que comme quand tu veux, donner confiance du coup, à tes élèves, du Mmh. coup, tu vas en fait, commencer par des objectifs faciles Ouais, à bien sûr. atteindre et petit à petit, en fait, tu rajoutes de la difficulté. Ça me fait penser un peu à ça, tu vois? Le fait Ouais, finalement d'y aller par gradation de difficulté. On commence par ouais. ce qui est le plus facile à faire et qui est facile et hop et du coup, on se réserve, un max d'énergie pour le truc beaucoup plus, compliqué à résoudre. Ah bah, c'est complètement ça et je pense qu'il faut avoir la faculté là, tu parles de le faire à des élèves ou de le faire à des collaborateurs dans une équipe, mais je pense que c'est le bien de le faire pour soi-même aussi et c'est beaucoup ce que je fais, ouais. Bah, de toute façon, tu sais, enfin, après moi, toi, tu as 38 ans, moi, j'en ai bientôt 48. Ce que je vois, c'est que de toute façon, tout ce qu'on apprend dans le sport, d'un point de vue pédagogique ou, à travers les expériences des compétitions, c'est que tout est transférable aujourd'hui dans la vie du quotidien. Le Ouais. sport pour moi, c'est une vraie école de la vie, comme je te disais, voilà, ça te permet d'être résilient, ça te permet de te fixer des objectifs, ça te permet de développer ta confiance, ça te permet enfin voilà, le sport, c'est incroyable, quoi. C'est pour ça et c'est d'ailleurs un des gros morceaux qu'on a chez Stadiup et de ce qu'on fait, avec et pour les entreprises, c'est l'analogie sport et entreprise, hein. Voire j'ai même envie de dire même sport et vie et c'est pour ça que c'est inspirant, le sport. C'est pour ça que les athlètes sont inspirants, quels qu'ils soient médiatiques ou pas. Leurs histoires sont inspirantes et cetera parce que ça résonne en fait, ça résonne dans nos têtes et quand on a un athlète qui fait une conférence sur la résilience en parlant de son histoire, bah, il y a certainement quelqu'un dans la salle qui dans sa tête se dit, pense à des moments difficiles qu'il vit, pense à, je sais pas moi, à son divorce, qui pense à, quelque chose de plus grave ou qui peut penser à une dispute qu'il a eue, la veille et ça c'est une résonance qui après lui est utile dans sa vie de tous les jours et c'est pour ça que j'aime beaucoup, ce qu'on fait avec les entreprises et j'aime beaucoup collaborer avec des athlètes et des sportifs de haut niveau Tu as parce que raison, tu ça aide. as entièrement raison. Tu vois, moi, je te donne mon exemple, hein, c'est une de mes anecdotes, hein. Je crois que tu es le premier à qui je le livre. Moi, j'ai vécu une longue période très, très difficile, suite au décès de ma maman, fin décembre 2023 et derrière, tellement de choses à gérer, tu vois? C'est émotionnellement très, très éprouvant. Je me suis écroulé, mais vraiment écroulé, Mmh. je sors à peine la tête de l'eau, tu vois? Mais c'est grâce à mes interviews. Ouais. En fait, j'ai réécouté une à une, toutes les interviews des athlètes, des sportifs, des gens que j'ai pu rencontrer, ces 3 dernières années, en fait, qui m'ont permis tu vois, de reprendre un petit peu le dessus, tu vois, en écoutant leur résilience et finalement, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire le livre. Parce que du coup, tous les tips, tous les conseils
de chaque personne, en fait, je les ai écrits. Tu vois, j'ai Ouais, fait ouais. ce travail que j'avais pas fait jusqu'à présent, d'écrire les conseils des gens, et ça m'a fait un bien fou, en fait. Ça m'a fait un bien fou parce que du coup, j'ai pu picorer, tu vois, des trucs, essayer des trucs, picorer, essayer des choses que les gens font pour eux et voir si ça fonctionnait pour moi dans cette période où c'était vraiment compliqué. Ah, mais t'as juste utilisé ton propre podcast comme l'utilisent tes auditeurs d'une certaine manière. Et c'est exactement ça, c'est utiliser l'expérience de chacun et que ça résonne. Et des fois, ça n'a rien à voir avec ce que tu as vécu, mais il y a quand même des dénominateurs communs et des choses qui aident, qui permettent de voir la chose différemment, de la vivre différemment, de l'analyser différemment. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, ça rejoint aussi une des premières questions sur les podcasts que j'écoute. Par exemple, dans Un bon moment de Ken Kojandi, des fois, ils vont tellement loin dans les réflexions, dans leur manière de voir les choses, ça va tellement en profondeur que oui, ça fait, des fois, ça résonne sur des histoires très privées, très perso, très dures. Mais c'est en ça que c'est passionnant et je trouve que la société dans laquelle on vit, alors je sais pas si elle était comme ça avant, maintenant j'ai 38 ans, peut-être que je m'ouvre plus, mais on est beaucoup plus sur l'humain et maintenant on s'ouvre beaucoup plus, on parle beaucoup plus avec les autres. Il y a beaucoup moins de clivage pro-perso. C'est-à-dire que je pense que la génération de mes parents, etc., c'était encore la génération où t'as la vie pro et la vie perso. Maintenant, mes collaborateurs, ils connaissent les prénoms de mes enfants, ils savent où je suis parti en vacances, ils savent où est-ce que je suis à tel moment. On se parle de choses beaucoup plus qu'on pourrait considérer comme étant personnelles, mais voilà, ça délie les langues et en fait, en faisant ça, je trouve qu'on s'entraide tous. Et il y en a qui ont conscience que ça aide d'aider les autres. J'aime bien aussi le faire parce que je sais que aider les autres, ça c'est aussi s'aider soi-même, ça fait du bien. Et en fait, généralement, c'est un leitmotiv qui est bon, hein, parce que si ce leitmotiv pour s'aider soi-même, c'est d'aider les autres, bah c'est une spirale positive. Hein. Et si tout le monde faisait ça, bah ça changerait beaucoup de choses aujourd'hui dans le monde Ouais, et puis entier. ça permet d'être authentique et vrai à l'instant T, quoi, on Ouais, va ouais, dire. ouais, c'est ça. Alors écoute, on arrive à la fin de cette interview. Déjà, je te remercie parce que c'était chouette de pouvoir échanger avec toi, Thibaut. Alors j'ai 2 questions pour terminer. La première, c'est plus en lien avec les athlètes et ta société. Aujourd'hui, si un athlète qui écoute le podcast, il a envie d'être aidé par toi, comment il fait? Ah bah, il a juste à nous contacter en fait. Justement, nous, on est très dans l'humain. Nous, on veut répondre aux besoins. Nous, on est vraiment un service qui leur est dédié pour répondre à leurs besoins. Donc, il faut qu'ils viennent nous contacter, qu'il exprime son besoin et nous, on fera en sorte d'adapter son besoin avec les outils et les services qu'on a mis à disposition. Tous les athlètes n'ont pas forcément besoin de nos services. Tous les athlètes n'ont pas forcément besoin de nos services pendant une durée très longue. Mais en tout cas, notre but, il est de les aider le mieux possible. Alors, il y avait peut-être certains athlètes qui diront, bah non, c'est pas ce que je cherche. Ok, pas de problème. Dans ce cas-là, tu vois, ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure, la gestion, pas de l'échec, mais de, bon, bah, ça correspond pas à ce que tu veux. Bon, bah, ok, bah, écoute, désolé. Mais la grande majorité aujourd'hui des athlètes, ça correspond à ce dont ils ont besoin. Donc, il faut qu'ils viennent nous voir et qu'il ait envie de collaborer avec nous pour qu'on l'aide et qu'on travaille vraiment en équipe avec lui. Et ça, c'est un vrai travail qu'on fait et il n'y a pas un seul athlète qui nous a écrit à qui on n'a pas répondu et avec qui on n'a pas fait un échange pour comprendre ses besoins. Toujours dans le but de l'aider, de le former, de le professionnaliser sur son sponsoring. Et aujourd'hui, c'est vraiment notre leitmotiv, c'est ça. OK, bon, c'était une question que je me posais. Du coup, voilà, s'il y a dans les auditeurs ou dans les auditrices, des athlètes qui sont en recherche d'aide, en tout cas pour, leur sponsoring et leur com et cetera. Donc, vous avez ce qu'il vous reste à faire. C'est ça. Sur LinkedIn, sur Instagram, StudUp ou sur mon LinkedIn, Thibaut Nicolin, n'hésitez pas. Et ma dernière question, pour clôturer, le podcast, l'épisode, c'est un peu le mot de la fin. C'est, toi, qu'est-ce que tu as envie, de transmettre un petit peu comme message aux auditeurs, aux auditrices, quelque chose qui te tient à cœur et qui te voilà, que tu as envie de laisser? Tellement de choses, mais j'ai envie de dire, allez, je finirai par le mot rêve, de rêver. Je sais que je m'adresse en disant ça peut-être des fois aux plus jeunes, mais pas que, parce que je le dis beaucoup à mes étudiants, ce qui me rend triste, le mot est fort, hein, mais c'est les gens qui n'ont pas de rêve. Tu sais, quand je demande à des étudiants, bah, je sais pas, tu veux faire quoi plus tard? Bon, bah, généralement, ils disent, bah, je sais pas. Bon, voilà, ça, c'est classique. Sauf que moi, la question souvent, c'est, tu vois, t'as bien un rêve, dis-moi, bah, qu'est-ce que tu... Ouais, mais bon, je sais pas trop. Je dis, vas-y, mais le truc le plus dingue, c'est quoi ton rêve? Bah, je sais pas, moi, c'est participer à telle émission, c'est de bosser à tel endroit, c'est de créer tel truc.
Voilà. Et je pense que c'est important de rêver et de le visualiser, ce rêve, de le matérialiser pour pouvoir justement peut-être réussir à le réaliser. Et je pense qu'on est dans une société où des fois on s'interdit de rêver pour plein de raisons, des fois pro, des fois perso, etc. On reste enfermé dans son costume trop petit, hein, pour reprendre l'expression. Je pense qu'il faut rêver, 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 rêver. Et moi, je crois que j'ai été un grand rêveur. Alors, tu sais, c'est le genre de truc qui, quand on était à l'école, les profs pouvaient nous le reprocher. Tu sais, c'était une critique de prof. Genre, eh oh, faut arrêter de rêver, là. Tu sais, c'est devenu une phrase un peu reproche, genre, ouais, dans la lune, celui-là, machin et tout. Alors qu'en fait, je pense que c'est ce qu'il faut. Faut rêver, faut s'imaginer des choses, faut se le matérialiser. Et je pense que c'est ça mon conseil, c'est de rêver. Et si vous considérez aujourd'hui que vous n'avez pas de rêve, c'est que vous les avez pas encore assez réfléchis, parce qu'on en a tous. Mais encore faut-il s'en rendre compte et tout faire après derrière pour les réaliser, ou en tout cas pour qu'on se sente bien et qu'on ait envie de tout faire pour les réaliser. Bon, bah, superbe. En tout cas, merci Thibaut. Je rappelle, du coup, aux auditeurs et aux auditrices, bah, du coup, s'ils ont apprécié cet épisode, de pas hésiter à laisser, un avis, des commentaires sur les plateformes d'écoute. Ça nous aide toujours à avoir plus de visibilité. N'hésitez pas à aller jeter un œil, du coup, sur, Stadium et pouvoir en tout cas, voir un petit peu ce qui est proposé et puis éventuellement, du coup, en parler à des athlètes que vous connaissez, peut-être qui sont dans le besoin ou qui connaissent pas. Avec plaisir. Merci Thibaut. Nous arrivons au terme de cet épisode captivant. J'espère que tu as pris des notes ou que tu t'es abonné à ma newsletter pour avoir accès au résumé. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Instagram et YouTube pour du contenu supplémentaire. Et devine quoi ? Tu peux me contacter directement sur mes réseaux sociaux pour bénéficier d'une séance gratuite où nous pourrons discuter de tes questionnements sur ta préparation mentale. Clique simplement sur les liens mentionnés dans la description de l'épisode. À très bientôt et souviens-toi, si on croit en ses rêves, tout devient possible.